Dans un monde traversé par les crises, en fait, la question n'est plus seulement de savoir comment gérer les crises, mais comment continuer aussi à s'engager, à agir, à espérer sans être pétrifié par le risque. Et cette question, elle est très importante dans l'entreprise, en particulier sur une partie de la population qui sont les jeunes. Alors les risk managers ont l'habitude de modéliser, de tester les résiliences. Ils doivent maintenant faire aussi avec cet actif qui est très précieux et en même temps critique, qui est la jeunesse, l'énergie de la jeunesse. Explorer la manière dont la jeunesse fait face à l'anxiété générale et comment elle transforme ou pas cette inquiétude en moteur d'action, voilà, c'est le sujet de notre seconde table ronde. Et pour en discuter, je vais appeler Salomé Berliou, qui est fondatrice et directrice de Rura. Bonjour Salomé. Installez-vous, bonjour. Alors Salomé, vous aidez les jeunes des territoires ruraux et périurbains à briser l'assignation géographique. Vous avez, je le signale, vous avez un podcast sur France Culture et vous écrivez des livres. Votre dernier livre s'appelle « Celle qui part, raconter les territoires ». Je suis aussi heureux d'accueillir Nils de Fraguier. Vous pouvez l'applaudir, qui est auteur et conférencier. Bonjour Nils. Vous êtes, je vous cite, écopreneur dédié à l'émancipation des individus et de l'émergence d'un futur équitable et régénératif. Et d'ailleurs, votre dernier livre, vous aussi vous écrivez « L'entreprise régénérative ». Charles Papin, qui va arriver. Bonjour Charles. Alors vous êtes philosophe, professeur de philo au lycée Henri IV, écrivain, auteur de best-sellers comme Les vertus de l'échec et La joie, et vous explorez entre autres, beaucoup de choses, mais entre autres les ressorts de l'action humaine face aux incertitudes, si je peux résumer. Et notre quatrième invité, c'est Séverine Salgado, qui est directrice générale de la Fédération nationale Mutualité française. Bonjour Séverine, qui est la première organisation mutualiste de France. Alors on a un débat assez costaud, là je voudrais rentrer dans le dur tout de suite et poser le débat. La discussion va commencer. Est-ce que l'action est un remède contre l'anxiété? Ça fait partie du débat et je vous donne la parole à vous, Charles, pour lancer le débat. Vous me l'avez dit et vous n'êtes pas le seul ici. L'action, c'est le meilleur remède contre l'anxiété. Alors merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. On va commencer directement dans le vif du sujet et c'est un philosophe qui parle et qui vous dit que ce n'est pas la réflexion qui libère de l'angoisse. La réflexion fait monter l'angoisse. En général, un être humain a un entendement assez limité et il trouve rarement des solutions aux problèmes simplement en réfléchissant. Mais c'est l'action, bien plus que la réflexion, qui fait baisser immédiatement le niveau d'angoisse. Alors, comme vous m'avez donné 4 heures, je vais vous résumer un moment important de la philosophie française où Descartes, dans les méditations métaphysiques, raconte comment un homme fait pour se sortir d'une forêt alors que la nuit tombe et qu'il s'est perdu tout seul dans une forêt. Alors, il commence par réfléchir et il a une idée, une première idée. Bien, je vais me repérer par rapport à la grande ours et comme je vois où est le bout de la casserole, si je suis toujours le bout de la casserole, il réfléchit, je finirai par m'en sortir. Et puis à un moment, il voit plus trop le ciel, il y a des nuages. Alors il continue à réfléchir, il dit non, c'est pas la bonne solution, et il change d'idée. Et à ce moment-là, il applique la méthode du petit poussé. Il essaye de rebrousser chemin et de retrouver les marques de ses pieds dans les feuilles mouillées. Et au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que c'est pas clair, que les marques sont pas claires. Alors il dit j'ai mal réfléchi, il faut que je trouve une autre idée. Et il change de raisonnement. Et à ce moment-là, il dit mais il paraît que la mousse des arbres pousse au nord, donc si je suis le côté indiqué par la mousse, je finirai par m'en sortir, etc. Bon bref, vous avez compris. Et à chaque fois qu'il réfléchit, il rencontre un obstacle. Et à chaque fois, il change d'avis et l'angoisse monte. Et finalement, eh bien, il va comprendre que pour s'en sortir, il faut décider d'une direction, n'importe laquelle, et s'y tenir. Et que c'est finalement l'action et la fermeté de résolution avec laquelle on va tenir la résolution initiale qui va faire diminuer le niveau d'angoisse. Plus généralement, alors toutes les situations ne ressemblent pas à la forêt, il y a des situations où c'est bien de réfléchir, mais ce que ça nous dit, et c'est quand même Descartes qui le dit, qui est prétendument cartésien, c'est qu'on a besoin d'agir, et par ailleurs, on a besoin d'agir aussi et de mettre en mouvement son corps, parce que peut-être,
Au moment où on met en mouvement son corps, on retrouve une énergie de la vie première, on retrouve peut-être les énergies du monde, et on est obligé de faire un peu de métaphysique pour commencer cette rencontre. Il n'est pas impossible que la vérité de la vie soit le mouvement, plus que l'immobilité. Si on revient aux premiers sages grecs, il y avait deux grands présocratiques, l'un qui pensait que la vérité était immobile et éternelle, Parménide, l'autre qui pensait que la vérité c'était le mouvement, le fleuve, Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Eh bien, beaucoup de philosophes pensent comme Héraclite que la vie c'est le mouvement, et c'est pourquoi, quand on se met en action, ça fait immédiatement baisser l'angoisse. Alors je vous vois venir, hein, même si on se plante, même si l'action rencontre des obstacles, c'est pas parce que l'action est couronnée de succès qu'elle nous libère de l'angoisse, c'est parce qu'elle nous fait sortir d'une immobilité psychotique angoissante, et bien sûr, elle permet de rencontrer les autres. Car peut-être les autres vont m'aider, alors même que j'ai fait le premier pas, vont prolonger mon action, vont amender mon action. Alors je finirai cette introduction par la référence au colibri que vous connaissez de Pierre Rabhi, que Niels doit bien connaître, enfin que tout le monde doit bien connaître, pardon, qui est voilà, il y a un incendie et puis le colibri, il va chercher une goutte d'eau avec son bec et puis à un moment on lui dit mais ça sert à rien, c'est pas avec des gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. Et le colibri dit écoute, je fais ma part. Eh bien l'action, ça fait du bien parce qu'on fait sa part. Et parce qu'on ne connaît pas les effets de seuil. On ne sait pas au bout de combien de gouttes d'eau on commence à inverser l'histoire. On ne sait pas, par exemple aujourd'hui, si on voulait sortir du capitalisme, on nous dit c'est pas possible, il n'y a qu'un système possible. Mais je vous rappelle que le capitalisme, on est entré dedans il y a quelques siècles. Et à la base, il y avait des minoritaires, des banquiers, des commerçants, et ils sont devenus majoritaires. Et peut-être que si on veut changer le monde, et qu'on se met à décroître, et qu'on se met à économiser les ressources, on va être minoritaire, on va être des colibris, et puis un jour, le monde va changer. Oh là là, ça commence Voilà. très très fort. Juste en 30 secondes, quand vous tenez ces discours à vos élèves ou à vos jeunes auditeurs, ils valident, ils achètent? Oui, les jeunes ils sont souvent dévorés d'anxiété. Ils ont une modalité d'anxiété, d'ailleurs parfois particulière à la jeunesse, qu'on appelle l'éco-anxiété. Mais effectivement, dès le moment où ils se mettent en mouvement, ça va mieux. Pour les raisons que j'ai évoquées, rencontrer les autres, faire sa part, ne pas maîtriser les effets de seuil et jouer sur cette non-maîtrise. Jouer avec. En fait, on ne sait pas. On n'a qu'à essayer. Et quelque part, peut-être qu'à partir du moment où j'enclenche une action, eh bien, je reconfigure le réel. Et donc, dès que je reconfigure le réel, eh bien, l'espoir revient. Séverine, vous avez fait un sondage auprès des jeunes parce que le militantisme, l'engagement dans le monde mutualiste est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un lien entre engagement et confiance auprès des jeunes que vous avez sondés? Oui, alors bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors en effet, peut-être, je vais commencer par peut-être rappeler une évidence pour expliquer pourquoi le mouvement que je représente aujourd'hui, le mouvement mutualiste, qui finalement est le plus vieux mouvement social en France, bien avant le mouvement syndical ou le mouvement associatif, parle des jeunesses ou parle de la jeunesse ou parle à la jeunesse. C'est parce que, vous savez, les mutuelles, elles sont nées d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se sont réunis pour se protéger collectivement contre un risque dont elles savaient très bien que si elles se protégeaient individuellement, elles ne sauraient pas y faire face. Et donc, c'est né de cette mutualisation, hein, voilà, vous connaissez tout ça par cœur, mais cette mutualisation qui est conçue lorsqu'on est une mutuelle, non pas comme une technique, on va dire, de mutualisation, de solidarité, mais bien plus comme un projet de société, c'est-à-dire que comment est-ce que, en se couvrant, se protégeant ensemble, quelque part, on se prémunis de certaines entraves dans notre capacité d'agir, dans nos parcours de vie, et comment est-ce que la mutuelle finalement aide les personnes à s'émanciper. Et donc cette émancipation individuelle qui est permise par la mutualisation, et bien finalement elle participe aussi d'une émancipation collective et d'une trajectoire collective. Et donc nous, quand on voit que les jeunesses sont aujourd'hui soumises à de multiples pressions, elles sont soumises à l'isolement, elles sont soumises à la pression scolaire, elles sont soumises au climat, elles sont soumises à des accès différenciés, à des équipements, la mobilité, le logement, le sport, le climat bien sûr, enfin tout un tas de pressions qui parfois s'accumulent et qui font que les jeunesses souffrent de polyanxiété aujourd'hui.
eh bien, nous, on s'est dit, on ne peut pas être des spectateurs de cela, et on doit faire en sorte que l'énergie de la jeunesse ne soit pas entravée dans notre société. Et donc, effectivement, on a interrogé, alors on était en 2024, on a interrogé 1 millier de jeunes sur à peu près tout le territoire. On l'a fait de manière physique, c'est-à-dire que réellement, on s'est déplacé. Et on a travaillé avec des jeunes et on leur a demandé quelles étaient, eux, leur définition de la solidarité, quels étaient les leviers pour eux, pour l'engagement. Et la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas de fatalisme. Bien sûr que les jeunes participent peut-être moins que leur génération, mais ça on l'a toujours dit, hein, mais ils participent peut-être moins que leur génération à la vie démocratique, à la vie institutionnelle, on va dire, mais ils veulent s'engager, très clairement. Et il y a plein d'exemples, en réalité. Je citerai 2 exemples, parce que c'est 2 associations que j'aime beaucoup, mais l'association Astrée, par exemple, qui, dans le domaine de la santé mentale, travaille dans les collèges et les lycées, et elle forme, elle outille, elle encapacite en quelque sorte les jeunes collégiens et les jeunes lycéens à détecter des signaux faibles de mal-être chez leurs camarades. Et ensuite, ils appellent ça des bienveilleurs, en fait. Donc, ils ont construit tout un réseau de bienveilleurs. Et ces bienveilleurs, bien sûr, on ne leur fait pas porter la charge mentale de la prise en charge de leurs camarades. Mais ces bienveilleurs, ils accompagnent, ils ont une écoute active et sans jugement de leurs camarades. Et ils les accompagnent ensuite vers des adultes responsables. Donc, ça, typiquement, une association créée par des jeunes pour des jeunes. Et puis, j'ai rencontré très récemment une très belle association qui s'appelle Graines Populaires, et qui est une association qui se donne comme objectif de repolitiser, ou de politiser, je ne sais pas, de politiser l'écologie. Et en fait, elle va dans les quartiers et elle va à la rencontre des jeunes, et elle comprend, ils ont compris qu'on ne pouvait pas demander aux jeunes aujourd'hui, parce que c'est pas plus qu'ils recherchent, de s'engager de manière durable dans une association ou dans un collectif. Il parlait lui-même de tinderisation de l'engagement, j'aime pas trop, mais c'est comme ça qu'il l'exprimait, donc je le répète. Mais en fait, en faisant des actions un peu one-shot, qui peuvent paraître un peu colibri, en fait, eh bien, il leur... je sais pas, on nettoie une plage, ou on fait un ramassage de déchets, ou ce genre de choses, où on crée des bombes à graines. En fait, à la fin, il leur dit, vous voyez, ce que vous avez fait, c'est super, hein, mais ça sert à rien, en fait, parce que c'est colibri. Et en fait, à partir de là, ils politisent les choses. Et je pense qu'effectivement, la solidarité, ça doit redevenir un objet politique, et l'engagement doit redevenir un objet politique. Alors Niels, Séverine a utilisé une expression qui devrait vous plaire. Elle a dit les jeunesses et non pas la jeunesse, parce que un des éléments que vous défendez, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse homogène. Ça, c'est le premier point. Je vous laisserai réagir là-dessus. Et puis d'autre part, vous m'avez dit que face à l'anxiété générale, il y a 2 issues. C'est soit le déni, soit l'action. Vous rejoignez. Alors, expliquez-moi un peu. Expliquez-nous. Alors, premièrement, sur les jeunesses plurielles, moi, je peux l'exprimer de par mon statut, de par mon privilège, en tant qu'homme blanc, éduqué, issu d'une famille qui était aussi privilégiée, qui m'a permis d'avoir accès à tout un tas de choses que la majorité des jeunes n'ont pas potentiellement. Donc ça, la première chose, c'est le privilège n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, mais quelque chose qu'on doit mettre au service d'eux. Et par rapport à ça, c'est important aujourd'hui de dire que moi, je représente une voix de la jeunesse, mais je ne représente pas la jeunesse. Et c'est important de le mentionner. On confond souvent ça en voulant résumer la jeunesse à un élément, une description et des caractéristiques qui sont souvent erronées, parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles que ce qu'on essaye d'évoquer dans la simplicité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du déni ou de l'action. Je lisais encore il y a quelques jours, il y a une étude de l'ARCOM qui est sortie sur l'information et comment est-ce que les jeunes s'informent. Plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans s'informent sur les réseaux sociaux ou avec l'IA. Je veux le mentionner ici parce que c'est un point important, c'est-à-dire que si on veut agir, il faut comprendre. Si on veut comprendre, il faut s'informer. Si on veut s'informer, il faut trouver des sources de qualité et des médias ou des informations qui soient sûres et qui nous permettent justement de savoir où sont les problématiques, où sont les risques et du coup où sont les possibilités d'agir. Ce point étant partagé, la question du déni ou de l'action.
On le voit beaucoup aujourd'hui et je pense qu'on peut ouvrir ce sujet de la jeunesse à l'entreprise, à l'individu, au citoyen. On est face à des challenges et des défis qui ont des envergures qui vont bien au-delà de ce que nous sommes et on a besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Par rapport à ça, si on veut appartenir, il faut qu'on nous en donne l'opportunité, il faut qu'on nous en donne les leviers, il faut qu'on nous en donne l'information et les compétences. Donc par rapport à ça, moi ce que je vois beaucoup, et je le généraliserai non pas à la jeunesse, mais à l'entièreté de notre humanité aujourd'hui, c'est 2 phases. C'est soit du déni où en fait le problème est trop grand, je tends à me refermer, à m'individualiser, à penser à mon être personnel, sans même savoir quels sont mes besoins, mais juste en essayant de survivre, en m'accrochant aux dernières branches de l'existence. Ou l'action, qui en effet parfois peut être systémique, parfois assez superficielle, mais qui permet de se mettre en mouvement, qui permet, comme disait Charles, de se confronter, de se rencontrer, de se poser des questions, d'avoir cette curiosité qui pour moi nous manque cruellement aujourd'hui. Et de faire face aux crises, c'est de faire face à une réinvention de ce que nous sommes, une réinvention de nos modèles, une réinvention du succès, une réinvention du monde que l'on veut créer. Et dernier point peut-être sur ce sujet-là, c'est l'événement auquel nous participons tous aujourd'hui, c'est maintenir le cap, mais de quel cap parlons-nous? Et ça rejoint aussi la remarque de Charles, moi j'appelle ça l'étoile polaire. Quelle est l'étoile polaire que l'on veut se donner individuellement, collectivement avec nos communautés, mais aussi en tant que société? Quelle société voulons-nous faire? Quelle société voulons-nous être? Où voulons-nous aller collectivement? Et à partir de ça, on peut s'organiser. On n'y arrivera pas seul. Les autres n'y arriveront pas sans nous, on a besoin des uns des autres, on est interdépendants, mais il faut qu'on se mette en mouvement collectivement. Salomé, lorsqu'on est un assigné géographique, puisque c'est votre thème de prédilection, est-ce que l'impératif d'action n'est pas une responsabilité un peu lourde? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je pense que dans ce qui vient d'être dit là, ce qui est certain, c'est que quand on parle de la jeunesse, parfois, pour conceptualiser, il faut accepter de généraliser. Et donc, on voit bien comment est-ce que c'est quand même important de pouvoir définir la jeunesse avec un regard qui est un regard soit de sociologue, soit de décideurs publics pour notamment l'accès à certains dispositifs. Il faut qu'il y ait des bornes, et notamment des bornes temporelles, et ça tombe sous le sens. Mais quand on sort de ce regard-là, et vous avez parlé en philosophe et je vais parler en entrepreneur social, plutôt experte effectivement des enjeux de ruralité. Et quand on regarde les jeunes, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit là. Un des angles intéressants, me semble-t-il, pour parler des jeunesses, c'est se placer en termes de compréhension d'accès aux opportunités ou non. Et de ce point de vue-là, il est très clair qu'en France, il y a des jeunesses et pas une jeunesse entre des jeunes de milieux plutôt favorisés et qui ont accès à tout un tas d'opportunités académiques, professionnelles, culturelles, notamment quand elles sont situées dans le cœur des grandes villes. Je vous donne un exemple qui me semble assez éclairant. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 84% des vœux que l'on formule quand on est un jeune sur Parcoursup qui se trouvent dans les métropoles. Bon, une fois qu'on a dit ça, quand vous êtes un jeune, par exemple, dans la ruralité, ça veut dire qu'il vous reste une petite portion de vœux sur Parcoursup qui existe plutôt dans des territoires ruraux ou des petites communes, mais il n'y a pas plus éloigné de la ruralité qu'une autre ruralité, et donc une portion encore plus petite de formation qui existe à côté de chez vous. De ce point de vue-là, avez-vous les mêmes opportunités de départ face à l'avenir que les jeunes qui grandissent dans le cœur des grandes métropoles, sans même parler de la dimension sociale ? Ça tombe sous le sens? Non. Et de ce point de vue-là, et donc ça fait le lien avec la question de l'action et du mouvement, et j'étais effectivement frappée par l'expression la vérité de la vie et le mouvement, et ça fait toujours du bien de l'entendre, mais de fait, quand vous êtes, et le terme est un peu à la mode, mais il veut quand même dire quelque chose, assigné à résidence en tant que jeune, et qu'il y a une forme d'injonction à bouger, à être un citoyen monde, à aller chercher les opportunités, à agir, et que vous, très concrètement, vous devez faire avec l'éloignement kilométrique et symbolique des opportunités sous toutes leurs formes, et que, je vous donne à nouveau un chiffre, votre budget mensuel moyen de transport est de 528 € par mois pour les jeunes de moins de 29 ans en ruralité versus 307 dans les grandes métropoles. Bon, à nouveau, bouger, agir, bien sûr, vous pouvez le faire en local, mais voilà, telle formation, tel métier, tel accès à la culture, tel type d'engagement, loin de chez vous, coûteux à tout point de vue. Coûteux d'un point de vue économique, coûteux d'un point de vue psychologique, coûteux en termes de décisions concrètes et d'arbitrage à faire dans votre vie quotidienne. Donc oui, pour répondre de manière très directe à cette question-là,
Je pense qu'en termes de perception pour les jeunes de la ruralité, qui représentent un tiers des jeunes Français, c'est 5,3 millions des moins de 20 ans qui vivent dans les zones rurales. Et si vous prenez en plus les jeunes des petites villes, on est à près de 60%. Ruralité et périurbain. Alors, non, si vous êtes à 10 millions des moins de 20 ans, si vous prenez zone rurale et petites villes. Donc là, effectivement, et sinon, si c'est juste zone rurale, c'est un tiers des jeunes Français. Et donc, leur dire, s'il vous plaît, les amis, bougez-vous et engagez-vous, encore faut-il leur donner effectivement les moyens concrets de le faire. Et alors, c'est l'autre, je reste avec vous, Salomé, c'est l'autre partie de notre sujet. Quand on dit à ces jeunes, soyez résilients, ou vous êtes résilients, bravo, comment ils réagissent? Et est-ce que là aussi, on peut dire qu'on peut globaliser? Oui, alors, donc à nouveau, je parle des jeunes que je connais le mieux, qui sont les jeunes de la ruralité. Nous, avec la structure que j'ai fondée il y a presque 10 ans, qui s'appelle RURA, anciennement Chemin d'Avenir, avec un S à chemin et un S à avenir, et ça n'était pas un hasard. On en a accompagné 15 000 individuellement dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Et donc, cette question de la résilience, je pense que honnêtement, pour des jeunes collégiens, lycéens ou même étudiants, ça reste assez abstrait, et que eux, ce qu'ils veulent savoir concrètement, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le choix de leur avenir, et très souvent, pour les raisons susdites et pour bien d'autres encore, et pour une forme de cumul d'obstacles et de difficultés qui limitent la réalisation de leur potentiel, non, ils n'ont pas le choix, et notamment parce que dans ces territoires-là, il y a des déterminismes socio-géographiques et de genre qui viennent s'imbriquer, et qui font que si vous êtes, pour le dire un peu rapidement, une jeune fille de milieu modeste à la campagne, la probabilité que vous accédiez à certaines formations, à certains métiers, à certains milieux, est extrêmement limité. Et donc, de ce point de vue-là, ce terme de résilience, encore une fois, je pense qu'il est non seulement théorique, secondaire, parce qu'il passe après la question de qu'est-ce que je vais faire à 15 ans après avoir accédé au brevet, quand le premier lycée général et technologique est à 1 heure de chez moi et qu'il n'y a pas de place à l'internat, parce qu'il y a cette idée aussi commune qu'il y a beaucoup de places dans les internats et beaucoup d'internats vides, et en théorie bien sûr, mais pas forcément à l'internat à côté de chez vous. Comment je fais quand j'ai le droit au pass culture, mais que concrètement, je ne peux que renouveler mon abonnement Netflix et commander des mangas à domicile parce qu'il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de ciné à côté de chez moi, et que mes parents n'ont ni le temps, ni les moyens, ni le réflexe de m'y emmener. Et comment faire pour quand, à l'accès à, y compris des filières sélectives, les questions qui me seront posées à ces oraux-là, ce sera fatalement mais quelle est la dernière exposition que vous avez vue, mademoiselle ou monsieur? Et donc tout ça, encore une fois, ça construit des parcours de jeunes qui sont limités, qui sont empêchés, qui souvent font passer la question de l'engagement en 3e ou en 4e position, alors que ces jeunes, évidemment, ont très envie de s'engager, ont une sensibilité politique, ont envie de s'engager sur la question environnementale ou la question de l'égalité femmes-hommes, parce que ça fait toujours partie des sujets qui ressortent chez les jeunes filles et les jeunes garçons quand on leur pose la question au lycée. Mais en fait, on voit très bien qu'il y a un grand nombre, par exemple, d'associations dont les dispositifs sont conçus en ville ou inadaptés, inaccessibles pour ces jeunes-là. Et d'ailleurs, de manière générale, c'est une des recommandations qu'on donne chez RURA quand on fait beaucoup de plaidoyer et de travail d'influence auprès des pouvoirs publics, des entreprises ou des médias. Mais c'est toujours de se demander si un dispositif, quand il est pensé, va être applicable aux extreme users quelque part, donc que ce soit les jeunes en ruralité et par exemple les jeunes femmes célibataires avec enfants à la campagne. Et en fait, si on fait cet exercice, très souvent, on se rend compte que les dispositifs passent à côté de ces usagers-là, alors que si on les pensait aussi pour ces usagers et ces usagers-là, fatalement, ils seraient plus accessibles dans le cœur des grandes métropoles pour les milieux privilégiés dont on parlait par ailleurs. Charles, à propos de résilience, vous m'avez dit qu'on faisait beaucoup de contresens. Je crois avoir trouvé une phrase, vous dites la résilience, ce n'est pas encaisser, c'est recommencer. Vous n'avez pas 4 heures, vous avez 3 minutes. On entend bien ce contresens dans ce que disait Salomé, puisque dans votre question, il y avait l'idée que les jeunes seraient résilients, comme s'ils avaient une ressource propre, interne de résilience, alors que la vraie résilience, elle est toujours relationnelle, sociale, environnementale. Et c'est ce que disait très bien Salomé, c'est qu'ils ont beau être résilients ou vouloir défendre la planète ou l'égalité homme-femme, ils n'ont pas la possibilité d'accéder à l'internat, d'accéder à la salle d'expo, d'accéder à la ville, d'accéder à la fac. Et donc il faudrait, pour qu'ils soient résilients, que leur environnement les soutienne.
Et c'est exactement le contresens qu'on entend globalement sur ce concept de résilience, comme si la résilience désignait une sorte de force auto-centrée, alors qu'en vérité, si on reprend le concept pour le faire très rapidement chez Boris Cyrulnik ou même chez les penseurs d'avant ou les penseuses d'avant dont il s'est inspiré, en fait, la résilience, elle est toujours relationnelle. Première condition pour être résilient après un choc, c'est d'avoir été, au début de sa vie, aimé inconditionnellement. Donc c'est bien relationnel. C'est des conditions qui ne sont pas cumulatives. Une seule peut suffire. Hein. Deuxième condition pour s'en sortir après une effraction psychique ou un abandon ou un choc social terrible, un tremblement de terre ou ce que vous voulez, c'est finalement de rencontrer après le choc un tuteur de résilience. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous redonner goût à la vie et vous montrer que la vie est digne d'être vécue. C'est donc encore une fois, pour la deuxième fois, relationnel. Et troisième condition, en thérapie, réussir avec l'accompagnement thérapeutique à donner un récit de son trauma permettant de supporter dans son psychisme le drame vécu. Et ça aussi, ce récit, ça ne se trouve pas tout seul. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik raconte souvent que parfois, c'est ça l'enjeu, sur plusieurs mois en séance, on va essayer de trouver un mode de narration qui permet au sujet de se donner son histoire dans un récit et finalement de réussir à vivre avec. Ça aussi, c'est relationnel parce qu'il faut un accompagnement. Donc voilà, je le dis très court, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important comme message, c'est qu'il ne faut pas croire que les gens, individus, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ils ont en eux des ressources de résilience. Ça peut exister. Il peut y avoir des gens très volontaires, avec un instinct de survie très fort, mais d'abord c'est extrêmement rare et ça ne nous dit rien à appliquer aux autres. La solution, comme vous l'avez tous les trois évoqué, elle est sociale, elle est nationale, elle est politique, ce que vous disiez aussi, et elle n'est pas à chercher dans la ressource individuelle des individus. Surtout pas. Ça n'empêchera pas, hein. Vous savez, si on met en place des systèmes sociaux, des systèmes d'accompagnement, des systèmes politiques, ça n'empêchera pas les ressources individuelles de surgir s'il y en avait. Mais il ne faut surtout pas compter d'abord dessus. Et c'est pour ça que la vraie force, elle est entre nous, elle n'est pas en nous. C'est ça le contresens qu'on fait souvent sur la résilience. Alors c'est une question peut-être que je vous pose, mais que je peux poser aussi à Séverine. Est-ce qu'on peut parler de résilience collective du coup ? Est-ce que la résilience est individuelle et... Alors, moi, je pense que pour parler de résilience collective, il faut en tout cas qu'il y ait un cadre qui permette à chaque individu de pouvoir se libérer des entraves éventuelles qui sont sur son chemin. Donc, si je parle de l'action que pourraient avoir des mutuelles ou des organismes mutualistes, notre métier, c'est la protection. On va dire, voilà, c'est la protection entendue au sens le plus large possible, et en protégeant les individus, mais non pas en leur offrant une protection que je qualifierais de passive, enfin voilà, de leur dire voilà, vous avez accès à tel remboursement de tels soins, ou vous pouvez aller, vous pouvez bénéficier de tel produit d'épargne. Voilà, c'est pas de ce type de protection dont je parle ici. C'est une protection beaucoup plus proactive où on va identifier, analyser quels sont les déterminants, tous quels qu'ils soient, sociaux, économiques, territoriaux, regarder tous ces déterminants, et c'est presque personnalisé en fait à ce niveau-là, pour proposer en fait aux individus, et pas uniquement aux jeunes là pour le coup, mais pour proposer aux individus des solutions qui leur permettront, oui, peut-être de pouvoir activer leurs ressources de résilience individuelle. Et donc c'est en cela qu'il y a pour moi la résilience, elle est à la fin, elle est collective. Enfin, au début elle est collective et à la fin elle est collective. En fait, c'est une forme de cercle, et on ne peut pas effectivement faire porter à un individu la charge de devoir trouver en lui seul ses ressources pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir continuer à avancer. Et donc voilà, nous en tout cas la dimension de protection sociale, je l'entends comme ça. Et puis après les mutuelles, c'est comme toutes les entreprises, nous sommes aussi employeurs, et je crois aussi qu'il faut qu'on s'interroge dans notre façon d'accueillir quelque part les jeunes dans nos entreprises, de leur permettre, dans le cadre managérial, leur permettre de pouvoir valoriser leurs engagements, de pouvoir valoriser leurs compétences, de pouvoir, je pense que voilà, on a des conflits générationnels au sein des entreprises, en particulier des grandes entreprises. Moi, j'ai beaucoup recruté ces derniers mois, et je le vois de manière très concrète, une forme d'incompréhension qui peut s'installer, et on travaille dessus, parce qu'en fait, c'est une chose de recruter, c'est une autre chose de bien
accueillir après et d'accueillir les générations avec leurs spécificités. Voilà, donc c'est un peu des deux en fait. On peut pas avoir une réponse aussi tranchée. Niels, je vous voyais opiner à ce que disait Charles, et deuxièmement, sur le rôle de l'entreprise, ça fait partie c'est une grande partie de votre réflexion. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le rôle de l'entreprise ? Alors peut-être sur rebondir là-dessus, moi je me suis posé la question de qu'est-ce que la génération ? Et c'est peut-être la façon d'introduire ce sujet-là. Si vous regardez la définition dans le Larousse de la génération, elle est basée sur 2 éléments. Le premier, c'est qu'on parle seulement d'êtres humains, et le second, c'est qu'on cloisonne les individus en fonction de leurs âges. Moi je me suis posé la question, et si la génération incluait les vivants, donc les humains et les non-humains, c'est-à-dire nous dans cette salle, mais aussi les rivières, mais aussi les forêts, mais aussi la baleine qui nage dans l'océan maintenant, et tous les âges. C'est une question un peu provocante d'une certaine manière, mais qui nous invite à faire société, qui nous invite à faire front et à agir collectivement. Et je pense qu'en fait, on a ce besoin-là dans une société qui est de plus en plus individualistique. On a besoin, en fait, comme vous l'évoquiez tous les deux, de cette résilience collective qui ne naît qu'à travers le collectif. Et ce collectif, tant qu'on n'en fait pas partie ou qu'on n'a pas l'impression d'y appartenir, on a du mal à se mettre en mouvement, on a du mal à se responsabiliser, on a du mal à comprendre pourquoi on le fait. Et ça fait le lien avec ce qui était précédemment partagé par la fondatrice de Bluenomie, c'est la question d'utilité. Je pense que la question de l'utilité, elle est centrale dans notre existence même, dans cette société. En quoi est-ce que je peux me rendre utile ? Et ce n'est pas forcément d'aller nettoyer une plage jusqu'à Deauville et de partir de ma commune rurale. Ça peut être utile en faisant du bénévolat dans l'école locale, dans la bibliothèque locale, en donnant un coup de main à la personne âgée qui vit en face de chez moi. Et je pense que ce lien intergénérationnel, on a oublié de le cultiver. On a oublié de le cultiver sur l'histoire. On le voit bien avec les derniers survivants de la Seconde Guerre mondiale qui ne seront plus là pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. Nous ont-ils partagé assez sur la réalité politique de l'époque, sur le risque qu'on court de nouveau aujourd'hui ? C'est le cas dans l'entreprise. Est-ce que la personne qui part à la retraite va partager aux nouveaux venus, aux juniors, à la fois ses compétences et bénéficier de l'énergie de la jeunesse? On est dans un système qui est très linéaire, et je le comparais à notre économie qui est extractiviste. Je prends un matériel, ou je prends un être humain, je le consomme et je le jette. Et c'est la même chose, si vous voyez, au fil de nos carrières individuelles, et vous avez sans doute vécu la même chose, en tant que jeune, on ne vous a pas forcément fait confiance, vous avez eu des rôles, vous avez eu des responsabilités, vous êtes sorti peut-être la tête haute, entre guillemets, de l'entreprise, mais vous êtes devenu, ou vous deviendrez un jour retraité, et donc sans valeur au vu de la société, sans valeur marchande, et on vous oublie. Alors on est dans un système linéaire. La question, c'est comment est-ce qu'on recrée un système circulaire où il y a une solidarité, où il y a une transmission intergénérationnelle qui permet à tout un chacun d'exister, de contribuer, d'apprendre, mais aussi de partager. Et ça, c'est un concept qui parlera peut-être à Charles de Dartmouth Rosa, la résonance. Si vous connaissez ce concept, la résonance, c'est j'existe, je transforme ce avec quoi j'interagis comme je suis transformé avec ceux avec quoi j'interagis. Donc toute rencontre, en fait, nous transforme individuellement comme on transforme les autres, comme on se transforme collectivement. Donc l'invitation sur ce sujet-là, pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à décloisonner. Comment est-ce qu'on arrive à décloisonner, que ça soit sur les notions de risque. Le risque climat, il est lié au risque géopolitique, il est lié au risque de recrutement de talents. Et comment est-ce qu'on décloisonne aussi entre individus en comprenant qu'on fait tous société, qu'on a besoin les uns des autres. Et je clôturerai là-dessus, c'est le propos d'avant, c'est l'interdépendance. Nous existons parce que les autres existent, on a besoin les uns des autres, des compétences des uns des autres. Et on le voit dans ce genre de rassemblement, vous avez tous une pièce du puzzle à ajouter pour trouver une réponse collective. Mais individuellement, dans votre bureau, face à votre ordinateur ou à vos clients, seul, vous n'y arriverez pas. On a besoin du collectif pour cette résilience commune. Sans généraliser, il y a quand même une idée chez les jeunes que pour s'en sortir, il faut être individualiste ou c'est faux comme idée? Je ne sais pas qui veut répondre. Juste une remarque Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, mais qui sera aussi une réponse à cette question. C'est votre question, elle résume tout. Vous disiez, il ne faut pas dire aux gens qu'ils vont s'en sortir tout seuls, il faut créer un système d'entraide. Et il faudrait ajouter que c'est très culpabilisant de dire aux gens, bats-toi, trouve la volonté, tu vas y arriver. Parce que s'ils n'y arrivent pas, ils ont la double peine. Non seulement ils n'y arrivent pas, mais ils se sentent coupables de ne pas y être arrivés. Deuxième point, tu évoquais l'utilité. Et je vous rappelle cette belle chanson de Julien Clerc, « Je veux être utile à vivre et à rêver », qui réconcilie l'utilité avec l'onirisme. Et on sait aujourd'hui
que quand on est utile à quelqu'un, on satisfait un besoin primaire pour soi. C'est complètement nouveau. Les besoins primaires, c'est boire, manger, dormir. C'est que les autres prennent soin de moi, mais c'est aussi, et c'est le neuroscientifique Jaak Panksepp qui l'a démontré, prendre soin des autres, être utile aux autres. Mais ça peut être aux autres humains, mais aussi au monde, aux fleuves, aux animaux, aux poissons. Et ben ça, c'est la réponse. Les jeunes, ils le savent, ils le comprennent mieux que nous parce qu'ils sont nés dans le monde où la science a démontré ça. Alors évidemment, il reste de l'individualisme dans ce monde capitaliste. Évidemment, il reste influencé par des abrutis sur Instagram qui leur disent « bats-toi, impose-toi, fais du gainage le matin et la force est en toi ». Évidemment. Mais au fond, la jeunesse est plus mûre que nous et elle sait cette vérité collective, elle sait cette vérité de l'entraide et elle sait que l'utile, être utile aux autres, au monde, c'est mon bien-être à moi aussi. Et je pense qu'on risque d'être sauvé par cette jeunesse-là. En tout cas, c'est notre seule chance. Hein. Et Hannah Arendt disait que la force de la jeunesse est une force politique, au sens où la force politique, c'est la force de commencer. C'est la force du commencement. C'est de se délier d'un passé, de se débarrasser et d'ouvrir un temps nouveau. Et voilà, et cette jeunesse qui sera capable d'ouvrir un temps nouveau, notamment de nous sauver du point de vue écologique et climatique, a priori, enfin quoique, mais en tout cas on peut espérer, eh bien elle le fera dans un geste politique, mais à la condition effectivement que nous tous, vous avec vos entreprises, nous conférenciers, nous profs, on leur explique que l'individualisme les condamne eux-mêmes en fait à leur perte. Salomé, est-ce que cette jeunesse qui peut construire un monde nouveau, est-ce que celle que vous étudiez, vous, ne se dit pas que finalement elle est quand même victime d'un modèle dominant et qu'eux ne trouvent pas leur place dans ce modèle dominant? Il n'y a pas d'incarnation de la France rurale ou périurbaine qui réussirait, qui inventerait ou... Oui, alors là, vaste sujet et qui d'ailleurs fait le lien avec la question de quels conseils donner aux entreprises, si tant est qu'on puisse donner des conseils aux entreprises. Mais sur cette question de la place des jeunes ruraux, mais vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la représentation médiatique qui est faite d'elle, vis-à-vis de la place qu'elle peut avoir dans des associations, etc. À nouveau, on part de très loin. Quand je mets ce sujet dans le débat public péniblement en 2016-2017, en commençant de manière un peu discrète par aller frapper aux portes des ministères et des entreprises pour essayer d'attirer l'attention sur les jeunes ruraux, à l'époque, vraiment, j'essaie d'expliquer par des chiffres un peu clairs que bien sûr la grande pauvreté est située dans les grandes métropoles, que bien sûr il y a beaucoup de jeunes dans les grandes métropoles et dans leur périphérie, mais qu'il y a aussi ce tiers de jeunes Français qui vit en ruralité et qui objectivement fait face à une série d'obstacles, allant du fait qu'aujourd'hui l'écrasante majorité des milieux modestes vit en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, en passant par cet éloignement kilométrique et symbolique dont on parlait, de l'autocensure sur le thème de « c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne », j'en passe et des meilleurs. Et vraiment, en 2016, on me rit au nez. C'est-à-dire qu'on me dit, mais écoutez, mademoiselle, à l'époque, on me disait encore mademoiselle, vous n'allez pas inventer, 10 ans ont passé, vous n'allez pas inventer une nouvelle catégorie de jeunes qui serait les jeunes de la France périphérique ou les jeunes des zones rurales et des petites villes. Il y a déjà les jeunes à haut potentiel, les jeunes en situation de handicap, les jeunes de banlieue, les jeunes décrocheurs. C'est quoi cette histoire de nouvelle catégorie? Donc j'ai essayé d'expliquer qu'en fait la catégorie existait déjà de fait et que c'était très français que d'attendre de mettre une petite gommette sur un sujet avant de le traiter. Et que potentiellement, cette question des territoires ruraux pouvait être, dans le meilleur des cas, corrosive pour le pays et dans le pire des cas, explosive. Là où je veux en venir, c'est que sur ces jeunes, comme sur leurs parents avant eux, pour mal citer le prix Goncourt Nicolas Mathieu, on est dans une situation aujourd'hui effectivement d'attente d'une place à prendre. Et donc sur les entreprises, on parle souvent de diversité, on parle souvent notamment de la manière dont les entreprises s'engagent sur la question de la diversité ou de l'égalité femmes-hommes par exemple, et des dispositifs qui peuvent être mis en place sur ce type de discrimination ou d'inégalité de genre, en l'espèce. Avons-nous pensé collectivement en entreprise au concept de diversité territoriale? La réponse est non, la plupart du temps. Pour le dire autrement, avons-nous pensé quand au siège d'une grande entreprise, à Paris ou à Lyon, on décide d'ouvrir un poste de jeunes cadres, à ce que les jeunes de la ruralité aient accès à cette offre?
que éventuellement les entretiens et toute la première série d'entretiens se passent en distanciel systématiquement, et pas juste parce que c'est un réflexe post-Covid, mais parce qu'en fait ça placera objectivement dans une situation d'égalité un jeune comme tu le décrivais à l'instant, qui a l'habitude d'aller à la défense parce qu'en fait il le fait de toute façon, qui sait porter le costume parce que son père le portait, et qui va faire tout ça en un claquement de doigts et sans coût, comparé à un jeune des Vosges, de l'Allier d'où je viens, ou de la Drôme, qui devra prendre le train pour aller passer un entretien stressant dans le cœur d'une grande métropole. A-t-on pensé au fait que peut-être que ce jeune ne parlerait pas très bien les langues, parce qu'en fait il n'aura jamais été confronté à l'étranger, et que par ailleurs on lui aura dit très concrètement, c'est pas forcément la peine que tu apprennes à parler anglais parce que bon, dans ton entourage immédiat, tu vois bien que ce sera pas utile. Et je donne des exemples vraiment très concrets, hein, c'est-à-dire de professeurs parfois très bienveillants, mais qui estiment qu'il faut prioriser les choses et que concrètement, effectivement, les compétences transversales pour des jeunes ruraux, ça n'est pas la priorité, alors que le relationnel et ces compétences-là, évidemment, sont décisives sur le marché de l'emploi par la suite. Et a-t-on pensé, quand on met en place des dispositifs justement pour intégrer les jeunes, les garder et les faire monter, à se dire que effectivement les jeunes ruraux peut-être seront partis avec moins de cartes dans leur jeu et que ça pourrait être intéressant que les RH soient sensibilisés et formés et mettent en place des dispositifs à même de les faire monter. Donc ça c'est le cas pour l'entreprise, mais en réalité c'est le cas à peu près pour tous les éléments, et je m'en arrêterai là parce que c'était aussi un petit peu la question en filigrane. Tout ça, il est certain que ça a un impact individuel pour ces jeunes, et puis que ça a un impact collectif, et y compris sur le plan politique. Et donc, je vous cite une enquête qu'on a menée il y a quelques mois avec Rura, et puis 2 autres associations qui sont très implantées en ruralité, qui s'appellent Bouge ton coq et INSIT, et le think tank qui s'appelle Destin commun, qui s'appelle Parole de campagne, qui est accessible en ligne, et où on a notamment travaillé sur le concept de ressentiment rural et la façon dont, aux États-Unis, c'est une politiste qui s'appelle Catherine Kramer qui a étudié ce ressentiment rural et la montée du vote Trump aux États-Unis, notamment dans le Wisconsin. Donc on a appliqué ce ressentiment en France à la ruralité, sur un grand panel de ruraux représentatifs des ruralités, de tous les âges, etc. Et donc ce ressentiment rural, il repose sur le sentiment d'une triple injustice économique, sociale et culturelle. Sur le plan culturel, pour ne donner qu'un chiffre, on a en France aujourd'hui 83% des ruraux qui estiment que les urbains ne comprennent pas, voire méprisent leur mode de vie. Et donc, sans surprise, on peut appliquer ce ressentiment rural à la montée du vote extrême droite en ruralité. Et donc, c'est aussi pour dire que le regard des urbains CSP+, dont nous sommes et dont en fait je suis moi-même, même après avoir été une boursière rurale, mais évidemment ça fait plus de 18 ans que j'ai quitté la campagne et donc j'ai des biais maintenant d'urbain, mais que ce regard-là, ça va avec tout ce qu'on disait précédemment et avec ces injonctions à bouger, à être connecté, à être écolo, mais à être écolo à la parisienne, quelque part. Je sais évidemment empiriquement qu'un rural qui allume la radio et qui entend dire que ce serait quand même vraiment bien de plus prendre son vélo que de prendre sa voiture pour aller bosser, il n'est pas très très content. Ou qu'un rural qui entend qu'en fait dans la ruralité on a tout compris parce qu'on a ralenti quelque part et qu'on a un mode de vie où on a un peu les mains dans la terre, on vit au rythme des saisons et que vraiment les ruraux, ils ont tout compris par rapport à des urbains ultra connectés, mais du coup déconnectés des réalités. Dites à une femme rurale, infirmière ou aide à domicile qui sillonne la campagne et les départementales dans sa voiture qu'elle a tout compris parce qu'elle a ralenti. En fait, c'est à Deauville qu'on ralentit par la force des choses parce qu'on a une chaise longue et qu'on va à la plage. Mais c'est un petit peu différent de la réalité de ces jeunes-là. Et donc je pense que c'est important de le dire, c'est à la fois, je trouve, un petit peu éloigné du sujet et en même temps au cœur du sujet parce que c'est question de perception des risques de leur vie individuelle, de la vie de leurs parents et de la manière dont ces jeunes pourront s'insérer ensuite sur le marché de l'emploi, mais tout simplement dans la société française, c'est central et ça a des conséquences économiques, sociales et politiques pour le pays. Séverine, vous parliez de protection. Est-ce que pour prendre des risques, il faut avoir une protection certaine? Après tout, ça rejoint aussi l'idée de résilience. Pour résister, il faut avoir été protégé par ses parents, par un tuteur. Est-ce que le lien se fait? Vous l'avez vu dans votre sondage?
Oui, en effet. Pour prendre des risques, on va dire, pour oser faire des choses, c'est beaucoup plus simple si on est protégé, si en tout cas on se sent protégé, on se sent, on est rassuré. Alors après, la protection, elle peut être multiple, bien sûr. La protection financière, la protection de l'entourage, la protection sociale. Donc on part pas tous, et ça, je crois que c'est très clair après tout ce qu'a dit Salomé, on part pas tous avec les mêmes déterminants de départ. Donc, pour nous, en tout cas, je crois que je l'ai déjà dit, la protection, c'est la base pour pouvoir agir, pour pouvoir permettre à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir entreprendre et pouvoir valoriser leur capacité d'action. Donc pour moi, plus que protection, d'ailleurs, je dirais l'émancipation, en fait, être en capacité de s'émanciper. C'est la base pour pouvoir mener son parcours de vie comme on l'avait imaginé, ou le faire pivoter s'il doit être pivoté. Mais oui, c'est clairement l'émancipation, c'est la condition nécessaire pour pouvoir oser, pour pouvoir entreprendre. Ouais. Vous partagez cette idée, Niels, je vous vois... Oui, je suis plutôt d'accord, et je pense que le mot émanciper est essentiel. C'est comment est-ce qu'on donne les moyens, comment est-ce qu'on crée les espaces, comment est-ce qu'on donne une liberté d'explorer. Et je reviens peut-être au propos des premières interventions qui ont été faites un peu par tout le monde, mais je pense qu'il y a une grande solution qui fait partie de nous et qui fait partie de notre histoire, mais à laquelle on s'est déconnecté, c'est la curiosité, l'imagination. Et je pense que cette imagination, quand vous voyez un enfant, il est sans limite. On a tous été sans limite en exploration possible, potentiel, et je pense qu'il faut qu'on retrouve cette forme d'imagination collective. On en revient à la question du récit aussi, mais quelle histoire est-ce qu'on a envie de raconter, et comment est-ce qu'on se donne les moyens de réinventer les règles du jeu. Aujourd'hui, on joue sur un jeu qui est biaisé, qui favorise les intérêts de certains au détriment de la grande majorité. Comment est-ce qu'on réinvente ces règles du jeu pour que tout le monde puisse gagner ? Et la seule façon de le faire, c'est de co-créer, c'est d'inviter tout le monde autour de la table, d'avoir des parties prenantes, que ce soit les jeunes, que ce soit la nature ou d'autres parties prenantes, avec différentes caractéristiques, qui puissent co-créer ensemble, apporter leur retour d'expérience, leurs ressentis, leurs émotions, leurs rêves aussi, leurs aspirations, et de collectivement refaire société. Et je pense que ça, cette question de l'imagination me paraît assez essentielle, assez primordiale, et très peu cultivée dans notre quotidien d'entreprise, mais aussi notre quotidien politique et de société. Charles, sur le risque, le sens du risque, le risque et la sécurité, le risque n'est pas l'ennemi de la sécurité ? Bien sûr, et d'ailleurs on peut peut-être, pour clôturer cette table ronde et que ça vous parle aussi beaucoup par rapport à votre métier, peut-être bien distinguer ce qui a été valorisé ici, à savoir le sens du risque, et le distinguer de l'amour du risque notamment, et montrer que le sens du risque se nourrit d'une sécurité qui va rendre possible l'élan. Mais le sens du risque, pour la jeunesse notamment, ne doit pas être confondu avec l'amour du risque. L'amour du risque, c'est la témérité, c'est la tête brûlée qui fait n'importe quoi, qui ne se soucie pas de l'environnement, qui ne se soucie pas de l'avenir. Et donc, le sens du risque, c'est au contraire de savoir réduire les risques avec intelligence, en étant protégé, avec anticipation, mais tout en gardant la capacité à prendre le risque qui reste. Une fois qu'on a réduit le risque, il reste un risque, et ce risque-là, il faut le prendre en conscience, en responsabilité, et c'est ça qui s'appelle le sens du risque. Autrement dit, petite nuance qui va vous parler, le sens du risque n'est pas l'amour du risque, c'est l'amour du risque qui reste une fois qu'on a tout fait pour le réduire. Mais attention, c'est très compliqué, parce qu'on risque de développer une aversion au risque. Et vous connaissez ça, je crois. Pendant qu'on réduit le risque, on n'apprend pas à l'aimer. Mais pourtant, il faut aimer le risque qui reste. Du coup, il y a une très belle question. C'est comment je fais quand je travaille intelligemment, en responsabilité, à la réduction légitime des risques, pour garder l'amour du risque qui reste. Je vous laisse réfléchir. J'ai une idée de réponse, mais je vois qu'on n'a pas le temps. Donc On va bloquer les portes, on a 4 heures. Donc, il nous reste 2 minutes pour conclure. Si vous deviez donner un conseil à des dirigeants pour justement faire de leurs employés les plus jeunes un levier d'action, ça serait quoi, Salomé ? Oui, j'étais sûre que ça allait être moi qui allait passer après cette démonstration implacable.
Non, bah écoutez, je crois que je l'ai un peu dit. C'est en fait, c'est en termes de marque employeur, en tout cas, je pense qu'il y a des sujets qui sont sur la question des jeunes et d'aller chercher une vraie forme de diversité parce que c'est profitable. Et ça a d'ailleurs été montré en termes de diversité ethnique, comme on le dit, que c'était profitable à l'entreprise, à la fois évidemment en termes de marque employeur, en termes éthiques, en termes engagement, mais aussi en termes de performance. Et donc potentiellement assumer que aller chercher certains profils, y compris dans la ruralité, ça peut avoir un coût d'entrée pour l'entreprise, mais qu'ensuite, en termes de compréhension des besoins du client et aussi d'engagement, parce que évidemment, les jeunes qui n'ont pas tout immédiatement en un claquement de doigts, ils en ont sous la pédale, et si on parie sur eux, et ça je le sais à titre personnel, et si on souffle du vent dans leur voile, évidemment, ça fait des étincelles, et ce sont des jeunes qui peuvent aller très 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 loin, donc que ça a un vrai intérêt, évidemment, que d'aller les chercher et de parier sur eux pour les faire monter, et c'est le cas évidemment également sur les jeunes femmes en particulier dans ces territoires, mais de manière générale. Et c'est fait un petit peu, mais quand même, j'ai été missionnaire récemment avec l'association par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations sur cette thématique des discriminations territoriales. Et en réalité, on voit que vraiment, on a souvent l'impression qu'on fait des choses, mais que tout reste à faire. Séverine, un conseil? Allez, je pense que pour bien accueillir les plus jeunes dans une entreprise, il faut travailler déjà avant avec les moins jeunes et faire comprendre aux moins jeunes qu'il n'y a pas de concurrence. C'est pas parce que une personne qui vient d'arriver dans l'entreprise connaît pas encore les codes, et tant mieux si elle les connaît pas, si elle brise certaines choses, si elle brise certaines habitudes, si elle fait des propositions qui peuvent paraître un peu décalées, si elle casse aussi la ligne managériale. Faut apprendre à l'accepter, en fait, je pense, et à voir comment on peut valoriser justement cette façon d'agir. Parfois, oui, ils sont plus impatients. Enfin, c'est ce qu'on dit des jeunes. Voilà, les jeunes sont impatients. Ils veulent être responsabilisés plus vite, tout de suite. Ils veulent être autonomisés. Eh bien, tant mieux, en fait. Et respectons ça. Regardons comment ça fonctionne. Hybridons, en fait, les différentes façons de travailler au sein de l'entreprise. Et je pense vraiment qu'il y a des boucles rétroactives qui vont se créer, et ça ne produira que du plus, en fait. Merci. Charles? Écoutez, faites confiance aux jeunes, mais surtout, mettez-les en confiance. C'est pas pareil. Et c'est mon expérience de presque 30 ans devant des jeunes au lycée. Et au début, comme des profs nombreux, je pensais que mon métier était surtout de transmettre des connaissances, des savoirs, des compétences. Et avec le temps, j'ai compris que c'était pas du tout ça. Ça, c'est la moitié du métier. Je dirais que 50%, c'est transmettre des connaissances. Et 50%, c'est donner la confiance, donner la liberté, donner la responsabilité. Mettre en confiance cette jeunesse, et pour ça, l'encourager, même si elle a une perplexité ou une frilosité ou une anxiété légitime, tout faire pour l'autoriser à se saisir de sa créativité et à ce que sa créativité soit plus grande que sa frilosité. Parfait. Niels, à vous de conclure la conclusion. Eh bien, écoutez, peut-être un exemple concret. Je vois Oliver dans la salle, mais avec Veolia, par exemple, on a lancé le Conseil des générations futures. De manière pratique, c'est 30 jeunes, 15 employés en interne, 15 en externe, qui travaillent pour avoir justement cette créativité, à qui on fait confiance, pour pousser l'entreprise à accélérer sa transformation écologique auprès de la CEO. Encore une fois, c'est un recrutement de jeunes qui viennent de différents parcours, de différentes expertises, de différentes géographies. Je pense que c'est un outil qui est très pratique, et j'insiste sur ce point, c'est que la question, c'est comment est-ce qu'on prend des décisions. C'est plus suffisant aujourd'hui de consulter certains publics, dont les jeunes. Il faut les intégrer, il faut co-créer avec eux. Donc il faut vraiment toucher à ce point de gouvernance, c'est comment est-ce qu'on co-décide, comment est-ce qu'on co-crée, comment est-ce qu'on co-imagine pour créer la société de demain. Il n'est plus suffisant de poser des questions, il faut agir ensemble. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et